Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe, 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 attention, Philippe, faut ne pas rappeler. Allez, mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Vuelta, le débrief de la Vuelta qui s'est terminée ce dimanche à Saint-Jacques-de-Compostelle après 3 semaines de course, 3 semaines pour un triplé de Primoz Roglic qui rejoint au palmarès des coureurs comme Tony Rominger et Alberto Contador qui se sont également imposés à 3 reprises sur le Grand Tour espagnol. Dans ce podcast, on va donc parler en détail de tout ce qui s'est passé autour de ces 3 semaines de course en Espagne, avec la victoire de Roglic bien évidemment, mais pas que. On aura également un mot sur les performances de nos coureurs français qui se sont imposés à 3 reprises avec Bardet, Sénéchal et Champoussin. Et pour tout cela, j'accueille avec grand plaisir 3 de nos spécialistes du groupe Eto. Johan pour commencer. Salut Johan. Salut Mathieu. Alors t'as réussi quand même à t'enthousiasmer pour la Vuelta un petit peu ? Bah ouais, un petit peu quand même, il y avait des choses sympas, il y avait une belle confirmation que finir par étape de moyenne montagne, c'est quand même intéressant pour une course. Non, c'était quand même pas mal chouette. On est également avec Brice, notre défenseur du cyclisme espagnol et de la Movistar, qui a dû faire la fête un peu trop tard dimanche pour Enric Mas. Salut Brice. Bonjour Mathieu, bonjour à tous et bravo Enric Mas. Bien sûr, on a pensé à toi bien évidemment. Et on finit avec Théo qui est de retour parmi nous sur Chasse Patate. Salut Théo. Salut à tous, ça fait plaisir d'être de retour, ça fait longtemps. Eh ben, je suis ravi de t'accueillir. Et voilà pour Chasse Patate, pour ce podcast, vous connaissez le programme, les invités. Attention au départ, Chasse Patate, c'est parti. Pour commencer ce débrief de la Vuelta, messieurs Johan, Brice et Théo, déjà je vais vous poser une petite question assez globale. Ce Tour d'Espagne, qu'est-ce que vous en avez pensé dans sa globalité ? Je mettrai un 15 sur 20 sur cette Vuelta version 2021. À plusieurs reprises sur le podcast Chasse Patate, j'ai mentionné que c'était ma course préférée, la Vuelta. Non, on a eu un très beau scénario. On a cru sentir un petit peu ton âme espagnole ressortir. Ouais, effectivement, on a passé des bons moments devant la télé, devant la course. Il y a eu des beaux scénarios, un petit peu mitigés par rapport à la lutte concernant la victoire finale. Voilà, ça s'est très tôt résumé à un duel, si on peut parler d'un duel, voire même probablement une victoire en solo. On y reviendra certainement de Primoz Roglic. Certaines étapes qui ont été escamotées, je pense notamment au week-end précédant la deuxième journée de repos à Pico Villuercas ou El Barraco. Voilà, mais une bonne Vuelta, un bon 15 sur 20. Théo, de ton côté, 15 sur 20, un peu plus, un peu moins ça ? Franchement, ça dépend de comment on regarde en fait. J'ai l'impression qu'on a eu un peu les 3 mêmes grands tours cette année, c'est-à-dire qu'on n'a eu aucun suspense pour le classement général après une semaine. Genre Bernal, Pogačar et Roglic, ils avaient gagné après quasiment une semaine. Mais par contre, si tu regardes étape par étape, on a eu beaucoup de belles étapes sur les 3 grands tours, et ça a été encore le cas sur cette Vuelta. Et du coup, pour les étapes, je mettrais un 17, pour le général, je mettrais un 5, parce que on s'est fait chier, quoi. C'est vrai que sur cet aspect-là, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit sur le Tour de France, où le général avait été vite plié, et les étapes très passionnantes. Finalement, ça n'a pas concerné que le Tour de France. C'était aussi le cas un petit peu sur cette Vuelta, Johan. Est-ce que c'est le constat que tu fais également ? Moi, c'est le grand tour que j'ai trouvé le plus agréable des 3 cette année. Le Giro m'a un peu énervé, le Tour de France m'a un peu énervé. De la Vuelta, comme je regardais pas toutes les étapes en direct, du coup, c'est passé beaucoup plus fluide. Les belles étapes, je les ai regardées, les étapes un peu pas trop intéressantes, ou le fait que le général, ça se décantait pas forcément sur les jours où ça aurait pu se décanter, ça m'a moins touché. Et au final, comme ça finit sur un peu quand même une belle dernière semaine, moi, ça m'a plus plu dans sa globalité que le Tour de France ou que le Giro. J'ai beaucoup plus préféré les étapes du Giro, du Tour de France sur certaines étapes, mais je trouve que la Vuelta, elle a été assez agréable cette année, c'est assez plaisante à suivre quand même. Souvent, on voit pas mal de critiques par rapport à la Vuelta, que c'est un grand tour un peu moins intéressant que les autres. Là, cette année, ça a été un bon cru pour vous ?
C'est un jugement qu'on fait à la Vuelta c'est une discussion qui revient quasiment chaque mois de septembre ou après chaque Tour de France. J'ai un petit peu de mal à concevoir ça. Je sais pas, ça fait 10 ans que la Vuelta nous offre des spectacles qui sont plutôt sympas à voir, des beaux faits de course. Donc j'ai un petit peu du mal à concevoir l'idée que le Tour d'Espagne soit moins bien que les autres. Alors certes, il est peut-être différent, une renommée qui est peut-être moins grande. Ça, c'est peut-être clair, hein, c'est peut-être un fait et on ne peut pas le contester. Mais au niveau sportif, bon, il est pas sous-coté, loin de là. Ouais. Je suis plutôt d'accord à ce niveau-là parce que c'est la Volta, en fait, les organisateurs ils ont un parti pris du coup de mettre des courses de côte, de faire des étapes plus courtes, enfin voilà, c'est la Volta et là sa patte, c'est la patte de la Volta. Et après avec cette patte-là, ça fait des étapes un peu différentes des fois qu'on peut voir dans d'autres grands tours, donc c'est sympa. Mais il n'y a pas cet aspect, comme tu dis, la renommée et le côté. Genre gagner une Vuelta, ça a beaucoup moins d'impact que gagner un Tour et même un Giro en fait. Ça quand même, c'est pour ça que je la mettrais un peu en dessous parce que c'est la de renommée, gagner une Vuelta, c'est sympa, mais c'est moins bien des 3 grands tours quoi. Après, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Théo, effectivement, on est à peu près raccord sur ces éléments-là. Je pense qu'il faut aussi se satisfaire d'avoir des courses qui soient un petit peu différentes, qui ne soient pas toutes similaires et sur lesquelles on a le même jugement, les mêmes attentes. Donc c'est plutôt sympa d'avoir 3 tours ou au moins 2 tours complètement différents si on voit le Tour de France et la Vuelta. Et après, dans l'ensemble, sur ces 3 semaines de course et 21 étapes, le classement général, les classements annexes, etc., s'il y a une chose, chacun, que vous devriez retenir, ça serait quoi en particulier? Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué Moi, un truc qui m'a beaucoup plu, c'est Magnus Cort Nielsen, qui est à son sommet dans son style de coureur 4x4, capable de gagner un sprint, une échappée un peu en moyenne montagne, en montagne, sur un petit mur, un peu partout, même sur le contre-la-montre du coup. Enfin, qu'il a pas gagné, mais qu'il est passé pas loin de gagner le contre-la-montre final. Du coup, j'ai trouvé vraiment chouette d'avoir ce coureur qui était un peu annoncé comme un sprinter et qui s'est retrouvé un peu dans un rôle de baroudeur un peu plus annexe et qui là fait vraiment une Vuelta éclatante, qui a fait un exploit pas possible sur l'étape qui gagne à... Comment ça s'appelle? à l'Alto de la Montaña de la Culiera? Voilà. Enfin, où il résiste au peloton alors que personne ne le voyait résister. Et vraiment, moi, c'est un des trucs qui m'a le plus enthousiasmé sur cette Vuelta, toute sa course. Théo? Alors à la base, je voulais dire aussi Magnus Cort Nielsen, pareil, même raison. C'est Thomas de Gent en plus fort. Donc clairement, moi, ça me fait vibrer. Mais du coup, pour pas parler de lui, j'ai bien aimé surtout Gino Madère qui a quand même explosé, enfin pas explosé parce qu'on savait qu'il était fort, mais là il a prouvé quand même que sur 3 semaines, en étant à la fois quand même à la base équipier de Egg et de Landa et coureur de la Bahreïn, il a quand même tenu son rang pendant toute la semaine et toutes les 3 semaines et il a fini 5e, donc franchement ça m'a fait plaisir de voir ça. C'est vrai que pour le coup, pour le Suisse, c'est une sacrée perf, hein. C'est le 2e grand tour qu'il termine. Il avait déjà fini 20e de la Vuelta l'an dernier. Là, il fait 5e, avec le maillot blanc du meilleur jaune chippé à Egan Bernal sur le dernier samedi, l'avant-dernière étape. Donc pour le coup, très bon bilan pour le jeune Suisse. Brice, pour terminer Je ne vais pas sortir de nom en particulier, mais ce que je retiendrai sur cette course, c'est que ça n'a pas été une course qui a été cadenassée. Il n'y a pas eu de gros train et les leaders, hormis la Jumbo-Visma avec Primož Roglič, Sepp Kuss ou encore Steven Kruijswijk, mais principalement les équipes et les leaders ont été très vite esselés. Et c'est ce qui m'a plutôt plu. Il n'y a pas eu de gros rouleau compresseur. Et justement, quitte à parler de leader, allons-y gaiement. Le classement général qui a été remporté par Primož Roglič. Primož Roglič, bon, on va vous faire un petit résumé de ce qu'il a fait le Slovène. Déjà, on l'a dit, c'est la 3e fois qu'il remporte la Vuelta, 3e fois d'affilée après 2019-2020. Il a gagné 4 étapes, le premier contre-la-montre à Burgos, le dernier à Saint-Jacques-de-Compostelle, et aussi 2 étapes au passage, une en puncher face à Enric Mas, à Valdepeñas de Jaén, et une en grimpeur offensif vers les lacs de Covadonga. Il finit avec une avance quand même assez large, presque 5 minutes d'avance sur Enric Mas, et seulement 3 coureurs qui sont à moins de 10 minutes. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire
de la Vuelta de Primoz Roglic? Parce que, on l'a dit, les chiffres, les faits, comment est-ce que vous qualifieriez la performance du Slovène? Bah moi, sa performance, je la qualifierais en 3 points. Déjà, je la trouve consistante. C'est-à-dire qu'il a gagné au début, il a gagné à la fin. Donc ça montre le niveau qu'il a réussi, à maintenir pendant 3 semaines. Elle a été fluide. Il n'y a pas forcément eu d'accro. Il y a quand même eu une petite frayeur lors de la 10e étape quand il a chuté dans la descente. Mais pas de grande mise en danger de la part de ses rivaux principaux. Ils sont peu, hein. On peut noter Enric Mas. Et le 3e point, je dirais que sa Vuelta a été impressionnante. Il faut se rappeler que Primoz Roglic a préparé le Tour de France cette année. Il a fait 2 mois sans rouler pour s'entraîner, sans compétition officielle, juste avant le Tour de France. Il chute, il abandonne, il part au JO, il met une claque à tout le monde sur le contre-la-montre. Il revient, il remporte la Vuelta haut la main. C'est costaud. Et dans cette équipe, c'est un vrai leader. Et voilà, dès que Primoz Roglic se présente à une course, bah, on sait qu'il est efficace, on sait qu'il est performant, que ce soit sur une semaine, que ce soit sur 3 semaines. Enfin, c'est une valeur sûre, quoi. Johan, qu'est-ce que tu dirais de Primoz Roglic, qui a été très solide, on va dire, déjà? Bah, solide, c'est un peu le mot, parce que c'est surtout qu'il a. Enfin, il y a l'étape des lacs de Konradsbouga où il finit avec un certain écart sur ses adversaires, mais c'est aussi à cause des courses et grâce à Bernal. Mais il n'a jamais écrasé la course de manière très franche, à part sur les chronos. Surtout les adversaires qui avaient une défiance un jour-ci, un jour-là, et puis lui qui pouvait creuser les écarts un peu quand il voulait, quand il avait l'occasion, quoi. Donc c'était une belle Vuelta de sa part. Les gens ont bien aimé. Enfin, c'était une domination que les gens ont quand même assez appréciée. Parce qu'on l'a vu assez détendu, assez à l'aise, enfin assez content, quoi. Donc il y a une espèce de petit regain de popularité là du loser magnifique qui se remet à gagner. Mais bon, du coup, est-ce que Primoz Roglic c'est pas juste un vulgaire Tommy Rominger, quoi? Alors qu'on en faisait le grand leader du cyclisme mondial. Tony Rominger qui a lui aussi gagné 3 fois la Vuelta, ce qui fait déjà un premier point commun entre ces deux coureurs. Et pour le coup, est-ce que tu trouves que Primoz Roglic a couru différemment que les années précédentes? Je trouve qu'il a été moins passif qu'il a pu l'être sur certaines de ses derniers grands tours. Un peu plus. Je pense que le Tour du Pays Basque, clairement, ça l'a libéré, quoi. Il s'est dit, ok, je peux courir comme ça, je peux faire les choses comme ça, je vais pas me prendre un contre-coup derrière, je peux assumer un petit peu. Surtout que là, il n'y avait pas Pogacar, donc il n'y avait pas la pression non plus de se dire qu'il y a un mec derrière qui va l'allumer la gueule. Donc je pense qu'il était plus détendu, plus sûr. Je pense que le titre aux Jeux Olympiques, ça lui a fait du bien et qu'il était bien dans sa course, quoi. Et il a bien su rebondir après le Tour de France, ce qui est pas forcément facile, hein, vu après la désillusion qu'il a vécue. Théo, est-ce que Primoz Roglic il a été imbattable, peut-être? Est-ce qu'on peut dire ça? Il est imbattable tant qu'il n'y a pas Pogacar, en fait. C'est ça, c'est en fait, on se rend compte qu'il y a quand même les 2 Slovènes et le reste du monde enfin, qui est vraiment sur notre planète, quoi. Donc, eux, voilà, bah, si Pogacar n'est pas là et qu'il fait pas de grosses erreurs, de chutes, de trucs comme ça, bah, il va gagner comme il a gagné, en fait. Ça m'a pas particulièrement surpris. Son tempérament un peu plus offensif que d'habitude, je suis d'accord, comme a dit Johan. Mais sinon, mis à part ça, pas trop de surprises par rapport à Roglic. On va dire c'est du classique Roglic sans Pogacar. Maintenant, à voir sur un grand tour avec Pogacar. C'est ça quand même son vrai défi maintenant. Et ce comportement offensif, c'est favorisé par l'avantage qu'il a sur ses concurrents, ou pas? Oui, Ah bah, complètement. Complètement. Il faut en fait se sentir fort pour se permettre de partir avec Bernal loin. Si tu te sens pas fort, bah, tu vas rester dans les roues et tu vas essayer d'économiser au maximum. Donc lui, oui, il se sentait fort et du coup, il peut se permettre ça. Johan? bah, déjà, il faut pouvoir partir avec Bernal, donc t'as aussi t'as des bonnes jambes, donc il n'y a pas de mystère là-dessus. Après, enfin, c'est pas non, il n'a pas été incroyablement plein de panache à tenter des coups pas possibles. Même quand il part avec Bernal, il laisse faire le gros travail dans la vallée. C'est pas non plus. Il n'a pas été non plus tête brûlée, quoi. Il laisse juste qu'il a eu des occasions et puis que là, pour le coup, quand il avait des occasions, il les a saisies, il s'est un peu impliqué. C'était ça qui était chouette, quoi. Et après, sur l'ensemble de sa performance et aussi, on peut lier avec son équipe, est-ce qu'il y a des petits points qui vous ont un peu étonné, avec peut-être une équipe qui était moins dominatrice qu'on a pu le voir sur le Tour de France, notamment, vous en parliez, ça? Bah, moi, notre esprit, enfin,
son équipe a quand même été très solide sur pas mal d'étapes. On voyait beaucoup de jumbo dans les premiers du peloton. Donc après, c'est juste que, comme d'habitude, sur les étapes décisives, tout d'un coup, ils se retrouvent tout seuls. La dernière étape où Sepkus, tout d'un coup, il dit oh, je suis plus là, au revoir, débrouillez-vous sans moi. Quoi. C'est toujours pareil avec la jumbo, c'est qu'ils savent pas être consistants là où il faut être consistant. Mais du coup, Roglic a fait le job. Ses adversaires l'ont pas trop attaqué parce qu'ils sentaient. Enfin, je pense que les adversaires ils voyaient bien qu'il n'y avait pas trop de marge pour l'attaquer. Mais il s'est pas retrouvé dans une situation de course facile, quoi, à gérer non plus. Donc là, il a très bien. Enfin, il n'y a rien à lui redire sur ce qu'il a fait sur ces nouvelles cas. Brice, est-ce que cet enchaînement de victoires, ce regain pour Primož Roglic, ça peut l'aider à venir gagner le Tour de France ou même peut-être le Tour d'Italie dès l'an prochain? Oui, ce serait sympa de le voir sur un Tour d'Italie, effectivement. Après, le Tour de France, jusqu'à présent, on a envie de dire qu'il avait fait quasiment tout juste. Bon, il manquait la planche des belles filles en 2020, une mauvaise chute en 2021. Bon, chose est sûre, c'est que Primož Roglic reviendra très certainement sur le Tour de France 2022 et que tant qu'il n'accrochera pas la grande boucle à son palmarès, il essayera. Je ne sais pas, il n'a pas énormément d'années encore devant lui. Bon, si on le compare à Bernal, à Pogačar ou autre, voire même à Enric Mas. Donc les années sont comptées pour lui, il le sait, mais voilà, il a été très bon calculateur sur cette Vuelta. Je trouve qu'il a roulé vraiment au millimètre, tout en contrôle. Voilà, il a des bases et une confiance solide pour attaquer la saison 2022 et viser le Tour de France. C'est vrai qu'il a déjà 32 ans, enfin il va avoir 32 ans fin octobre, même si finalement c'est la 6e année chez les professionnels au niveau World Tour pour Primož Roglic. Donc il commence à être un peu âgé, mais ça reste au niveau pro un coureur qui est encore assez jeune, on va dire. On va le dire comme ça, entre guillemets. Et donc bon, en face de Primož Roglic, finalement il y avait quoi? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y avait rien à faire face à Primož Roglic tant qu'il était au-dessus du lot, au-dessus de la mêlée? On n'a pas vu de concurrent en mesure de le mettre à défaut, très clairement. Très clairement, effectivement, je crois que c'était Théo qui disait ça en début de podcast, un petit peu comme Pogačar sur le Tour de France, personne ne pouvait le mettre à défaut. Ça a été la même chose sur cette Vuelta et on l'a vu très rapidement. Et voilà, le jeu des bonifs, il est toujours là, petit à petit, étape après étape, il creuse un petit peu le terrain, il a un petit peu il assoit un petit peu son matelas. Voilà. On le disait tout à l'heure, très, très calculateur, mais non, il n'y a pas eu photo. On parlera certainement d'Enric Mas, le seul qui a pu lui tenir au moins pendant 2 semaines la chaussette à distance, mais la 3e, tout s'est écroulé et Roglic a répondu présent dès qu'il fallait, grosso modo, il a répondu présent et à la fin, ça score et il gagne quoi. Et justement, Enric Mas, donc pour toi, c'était... bon, déjà, il est 2e du classement général, donc ça donne quand même un indice, mais c'est par sa consistance qui vient prendre sa 2e place? La Vuelta d'Enric Mas était intéressante. Enric Mas, toujours souvent très régulier, il a fait un très bon début de Vuelta, il a fait voire même 2 très bonnes premières semaines, peut-être les meilleures de sa carrière. Après, la fin a été un petit peu plus poussive, alors est-ce que c'est... le poids de la fatigue? Est-ce que c'est la chute qu'il a eue juste avant d'arriver dans les Asturies? Est-ce que c'est le changement de climat qui a pu le perturber un petit peu? Voilà. Il a été constant tout le long pendant 2 semaines. Il a été très accrocheur avec Roglic. Il le tenait à portée de fusil. Et finalement, son retard, on peut le résumer en 2 étapes. Lac de Covadonga, où il prend un missile. Et le chrono final, c'est honteux de la part d'un 2e du classement général de se faire rattraper par le premier. Il finit quand même 9e, ça montre que c'est ça qui est l'écart. terrible. Et ce qui est fou, c'est que par rapport aux prétendants, ou en tous les cas aux coureurs qui sont classés au général, il n'y a que Egan Bernal qui est devant lui à 15 secondes. Donc il a fait d'énormes progrès, il a fait un très très bon chrono. Mais il se prend plus de 2 minutes, il se fait rattraper. Voilà, quand on est 2e sur un podium, se faire rattraper par le premier, c'est quand même un petit peu humiliant. Voilà, mais la consistance de ces 2 premières semaines ont fait que Enric Mas se situe sur la 2e marche du podium, mais en 3e semaine, voilà, il a loupé le lac des Covadonga. Chrono, même s'il est bon, il se fait rattraper. On peut pas gagner un grand tour comme ça, quoi. Johan, Théo, les lacs de Covadonga pour
Enric Mas et la Movistar, c'est vraiment le moment déclencheur, la bascule dans cette Vuelta par rapport à Primoz Roglic? Pour la Movistar, je suis d'accord. Parce que, enfin, moi, en fait, je mettais vraiment Mas et Lopez au même niveau. Et il fallait qu'il y en ait au moins un des deux qui suive l'attaque de Bernal. Le problème, c'est que Lopez, il a voulu y aller, mais à contre-temps. Et il a jamais réussi à faire le trou. Mais je pense que si Mas ou Lopez avaient vraiment directement sauté dans la roue de Bernal, ça aurait pu le passer et ça aurait changé complètement la phase des trucs. Parce qu'après, Lopez aurait gagné à Gamonite Hero. Et ça aurait pu faire d'autres choses. Mais le problème, c'est qu'ils ont vraiment pas réussi ça. Et du coup, ça a mis à mal toute la stratégie de Movistar où ils se sont retrouvés à 1 minute 30 de plus que la veille. Et là, après, rattraper 1 minute 30 sur Roglic, bonne chance, quoi. Johan, t'es un peu du même avis, c'est presque le seul moment où la stratégie Movistar a failli dans cette Vuelta? Oui, enfin, est-ce qu'il y avait une stratégie Movistar? Mais Bon, déjà, non, mais déjà ils ont première été question sur la actifs. stratégie Non, Movistar, est-ce que non, mais c'était mieux ou par rapport aux années précédentes? ils ont été actifs. Des fois, ils embrayent un peu dans les cols pour durcir. Je me souviens plus si on les a vus dans les coups de bordure aussi ou pas. Après, il y a des équipiers qui ont été un peu défaillants. Plus ça avançait, plus ils étaient un peu tout seuls, Mas et Lopez. Donc forcément, ça limite un peu les possibilités. Et Il n'y les a pas eu abandons. de... Les abandons, ils ont été très vite Oui, esselés. voilà. Ouais. Mais il n'y a pas eu... Oui, enfin, c'est sûr que Valverde, ça a été une grosse perte du coup. Mais il n'y a pas eu d'erreur particulière de la Movistar. Il fallait suivre Roglic et Bernal, mais enfin, Lopez, il essayé d'y aller à contre-temps, il s'est fait sauter le caisson. Enfin, ouais, c'est compliqué. Donc, enfin, c'est aussi la supériorité de Roglic et deux coureurs qui ne sont pas retrouvés qui n'ont pas eu d'occasion d'aller tenter des trucs vraiment sur un autre terrain. Mais Mathieu, on parle des lacs de Covadonga. La Movistar, même si elle avait réussi à suivre, le but c'était pas de suivre, mais ensuite de mettre en difficulté Primoz Roglic, chose qui a semblé impossible et on l'a vu sur les étapes, ça s'est jamais déroulé, parce que si c'est pour suivre dans cette échappée folle sur les lacs de Covadonga et se prendre 2 minutes, 2 minutes 30, voire 3 minutes au chrono, bon, le résultat final n'aurait certainement pas changé non plus. Donc pour toi, ils ont fait de leur mieux, Enric Mas et Miguel Ángel Lopez? Ouais, on peut toujours se dire, personnellement, je pense que il y a peut-être eu, est-ce que ça s'est fait à la pédale? Très certainement. Il y a peut-être eu un petit retard à l'allumage pour suivre l'envolée de Egan Bernal et Primoz Roglic. Ils se sont peut-être dit, qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette affaire-là? Finalement, c'était la bonne configuration de course et la bonne échappée. Après, si c'est pour se faire rattraper sur un chrono de 30 bornes, bon, ça n'aurait pas changé forcément la donne, quoi. Et après, une équipe qui a été, elle, bien active et bien plus que la Movistar, avec peut-être un peu plus aussi de moyens, c'est l'équipe Ineos, qu'on a vu notamment mettre le feu à la dernière étape en ligne, cette fameuse 20e étape dont Johan parlait en tout début de podcast. Au final, Ineos finit avec Adam Yates 4e et Egan Bernal 6e, même pas le maillot blanc puisqu'il revient à Gino Meder. Est-ce que Ineos est mal payé peut-être de ses efforts? Ou c'est compliqué de dire ça? Moi, je les trouve pas mal payés. Je trouve qu'en fait, le problème, c'est que à chaque moment où Yates était fort, Bernal était moins fort. Et à chaque moment où Bernal était fort, Yates était moins fort. Du coup, en fait, ils ont juste joué de façon sinusoïdale, chacun leur tour. Et du coup, ils perdaient du temps un jour, ils ont gagné, enfin, ils conservaient leur temps un autre jour, etc. Et du coup, en fait, ce qui fait, c'est que les deux, au fur et à mesure, ils perdaient un peu de temps par rapport au glitch. Et donc, du coup, ils descendent au classement. Il n'y a pas eu, en fait, la régularité qu'il y a eu ceux qui sont devant eux, en fait. Même Egg a été plus régulier parce que il n'y a pas eu de trou d'air. Alors que chez Ineos, que ce soit Yates ou Bernal, ils en ont eu des trous d'air. Et ça, sur un grand tour de 21 étapes, ça pardonne pas. Hein. C'est ça qui a remonté. Donc non, ils n'ont pas été mal payés. C'est dommage parce qu'ils ont été actifs. Mais après, il faut être régulier et malgré l'activité, quoi. Oui, Brice? Je suis pas forcément d'accord avec toi. Alors effectivement, le début de la Vuelta d'Ineos est pas bon. Ils n'ont pas été mis dans de bonnes dispositions. Le fait d'avoir fait tapis sur cette étape-là, au final, Ineos se retrouve sans victoire d'étape, sans coureur sur le podium et sans même maillot distinctif. Donc en fait, c'était un peu le concept ça passe ou ça casse. On était complètement dedans. Ça n'a pas passé, mais on peut se réjouir que l'équipe Ineos ait voulu tenter, se donner ce schéma de course. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont tenté, ça n'a pas marché. Mais voilà, c'est-à-dire que
Bernal qui perd même son maillot blanc, je pense qu'ils ont effectivement tout perdu. Mais au moins, ils ont essayé et bravo, quoi. Bravo. On peut pas. Souvent, on se dit, oh, il se passe pas grand-chose, il aurait fallu tenter. Ils ont eu la force de tenter. Ils ont perdu, ils font chou blanc à la fin, mais c'est fort, quoi. C'est très fort. On va pas leur reprocher d'avoir tenté au moins, ça c'est sûr. Non, c'est clair. Mais c'est juste que c'est un peu les dindons de la farce. Ils finissent au pied du podium, ils n'ont pas de victoire d'étape. Bernal, on a beaucoup parlé de Miguel Angel Lopez. Bernal se retrouve coincé dans le même groupe. Et même si le maillot blanc, c'était pas forcément son objectif, quand on est à 48 heures de l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, on peut se dire que ça peut l'être. Parce qu'on peut monter sur le podium final et c'est bon pour l'équipe, le sponsor, etc. Voilà. C'est chou blanc sur toute la ligne, mais ils ont osé. Enfin, c'est fort et c'est presque couillu de leur part. Johan, est-ce que tu t'attendais justement à voir les Ineos tenter de cette manière-là à la veille de l'arrivée? La veille de l'arrivée, oui, à la limite, c'était pas forcément tellement surprenant. T'as Bernal qui est un vainqueur de grand tour, donc lui, clairement, je pense que même le maillot blanc, je pense que c'était pas très grave pour lui s'il perdait. Il voulait plus tenter des trucs. Adam Yates, c'était pas sur le podium, mais Ineos, c'est quand même une équipe qui est assez offensive quand ils sont pas dans les positions de victoire au podium. C'était pas très surprenant. C'était plus surprenant l'attaque de Bernal à 60 bornes de l'arrivée vers le lac de Covadonga, sur un col après une grosse vallée très longue. Là, pour le coup, c'était beaucoup plus audacieux de tenter un coup pareil, qui a pas vraiment payé pour Bernal d'ailleurs. Mais c'est de l'intérêt d'avoir des coureurs et des équipes qui ont déjà des gros résultats, des gros palmarès et qui du coup vont pas se contenter des miettes derrière, qui vont pouvoir essayer de mettre le bordel, quoi. Donc comme en plus derrière il y avait des beaux équipiers avec Sivakov, avec d'autres, pour pouvoir créer des décisions, créer des mouvements de course, donc forcément c'était assez logique. Il y avait que eux entre guillemets pour se permettre de tenter des coups comme ça. La Bahreïn aussi aurait pu tenter. Parce qu'ils sont très gros collectifs, donc ils auraient pu aussi se tenter un truc, mais je sais pas, on les a pas vus tenter de manière très particulière. Mais comme tu as dit, la Bahreïn, le problème c'est que, ils sont, contrairement à Ineos, c'est pas des coureurs déjà installés qui ont gagné des choses, qui veulent vraiment la victoire ou rien. La Bahreïn, c'est Jack Haig qui avait jamais fait un seul podium de grand tour, ni même top 5 je crois. Il y avait Gino Madère qui a fait top 5 pour la première fois sur son deuxième grand tour. Il y avait Caruso qui vient de sortir du top 2 du Giro, mais voilà, avant ça, c'était top 7 je crois au maximum. Landa qui n'a finalement pas été là, etc. Ils ont moins tendance, ils ont plus tendance à vouloir conserver le podium et leur place, là où, comme tu disais, Ineos, ils ont tenté. Et ça, oui, comme Brice le disait, il n'y a pas de souci, je leur reproche pas ça. Ce que je disais, moi, c'était que ils ont tenté, ils ont juste pas été réguliers, et du coup, ça se voit sur le résultat final. Et ça, c'est malheureusement normal. Après, c'est vrai que effectivement, le Ineos aussi possède dans son effectif des coureurs un petit peu dynamiteurs et attaquants. Adam Yates est connu pour cela, Egan Bernal est connu pour cela. Quel profil d'attaquant entre le Giro, où dès qu'il pouvait, il prenait de l'avance sur ses adversaires et ça fonctionnait à chaque fois, même si la fin du Giro était un peu plus compliquée. Oui, mais là tu confonds Simon et Adam. Adam, c'est plutôt le passif. Alors, Simon, mais... non, parce que Ils sont jumeaux après. Il y en a un qui a effectivement plus de succès et de réussite que l'autre. Mais de manière générale, les frères Yates sont rarement des coureurs qu'on peut considérer comme des conservateurs ou attentistes, même si l'un est peut-être plus que l'autre. Mais Adam Yates, on peut difficilement le targuer de coureur attentiste. Il y en a bien d'autres qui auraient cette étiquette-là. Mais Ineos a des... parce que si c'est pas eux, c'est un Richard Carapaz. Je parle pas sur cette Vuelta, mais un coureur qui va de l'avant et qui ose créer des mouvements de course et casser un petit peu les schémas. Voilà, Ineos possède ces coureurs-là et arrive à appliquer ces tactiques-là et à mettre ça en place. Donc c'est plutôt chouette. On a parlé un petit peu de l'équipe Bahreïn avec Jack Haig qui monte sur le podium et Gino Madère qui s'empare du maillot blanc. Est-ce que c'était peut-être l'équipe la plus forte, la plus solide de cette Vuelta ou pas, pour vous? La plus solide collectivement, mais individuellement, ils n'avaient pas de Roglic. Donc il faut quand même quelqu'un qui soit au niveau physique proche de Roglic pour ensuite que le collectif permette de remporter la Vuelta. Donc là, leur collectif a permis à Jack Haig de faire podium, c'est super bien pour lui.
Mais après, s'ils veulent viser plus haut, il faut un coureur en forme, enfin plus fort encore. Donc soit un Landa en pleine forme, soit un autre coureur ou réussir à faire step up encore certains coureurs, alors que déjà la Bahreïn ont fait step up, enfin on a vu Padoue, on a vu Caruso, etc. Enfin ils sont capables de faire ça. Donc ouais, voilà, ce qui leur a manqué, je pense, c'est pas le collectif. Le collectif, on a vu, genre ils ont Pouls, ils ont tout le monde, mais il leur a manqué une individualité pour aller chercher plus haut. On signalera quand même que pour le coup, il y a eu aussi peut-être une petite part de chance sur le fait que Jack Egg remonte au classement après premier jour de Vuelta assez difficile. Il avait perdu 3 minutes au Pico Blanco. Il est dans l'échappée où Michael Storer remporte sa première étape vers Balcon d'Alicante. Et là, de suite, il remonte dans le top 10, ce qui le met de fait en lice pour le classement général. D'ailleurs, ça fait un beau rappel aux gens qui en voyant Romain Bardet perdre 30 secondes, Picon Blanco disait que c'était foutu pour le général, alors que Egg a perdu beaucoup plus ce jour-là. Mais bon. Mais c'est intéressant ce que tu soulignes, Mathieu, parce qu'il y a une force collective chez Bahrain Victorious. Et après cette étape 7, celle que tu évoques au Balcon d'Alicante, ce qui est drôle, c'est que tout ce collectif, avec quand même de grosses individualités, enfin, Damiano Caruso a fait podium du Giro, on a quand même Wout Poels, etc. Toute l'équipe s'est mise derrière lui, il lui a fait confiance. Voilà, il y aurait pu avoir des distorsions, un petit peu chacun veut jouer sa carte, etc. Il y avait encore Mikel Landa, même s'il était loin au général, qui était encore présent sur la Vuelta à ce moment-là. Tout le monde s'est mis derrière Jack Egg. Voilà, tout le monde s'est mis à son service et ça a marché. Donc bravo pour ça. Je pense que c'était la clé pour que Jack Egg reste sur le podium. Voilà, c'est fait. Et 2 podiums sur les grands tours, c'est quand même pas mal. Et on va finir ce gros point sur le classement général quand même avec un Français avant de passer à l'ensemble de nos coureurs français. C'est Guillaume Martin qui termine dans le top 10 de ce classement général de la Vuelta. C'est pas rien, il prend la 9e place après avoir fait top 10 également sur le Tour de France. Petite stat qui a été sortie par son équipe Cofidis. C'est quand même le premier Français à faire top 10 du Tour de France et de la Vuelta la même année depuis Laurent Jalabert et Richard Virenque en 95. Donc ça remonte, ça fait quand même 26 ans que ce n'était pas arrivé pour un coureur français. Guillaume Martin qui avait quand même chuté, qui a eu des problèmes de respiration, je crois, au niveau des côtes. Ça reste un très bon résultat pour lui, même s'il n'y a pas de victoire, ce qu'il était venu chercher à la base. Dans le contexte de ses problèmes physiques de fin de Vuelta, c'est assez incroyable même. Quel mental, quoi. Il en veut quand même, parce que fallait pas lâcher, fallait tenir. Quand tu vois que d'autres ont pas voulu finir les 20 derniers kilomètres de la dernière étape en ligne, franchement, non, mais c'est vraiment chouette. Enfin, c'est un peu triste qu'il ait toujours pas cherché son étape, qu'il soit toujours un peu ce coureur régulier, qui a jamais vraiment le droit à goûter à la victoire. Mais enfin, c'était déjà chouette son top 10 sur le Tour de France. Là, son top 10 sur la Vuelta était vraiment assez inattendu. C'est vraiment dommage qu'il ait eu cette chute, alors qu'il était encore très bien placé et que ça aurait pu être intéressant de voir ce qu'il aurait pu faire. Mais au final, ça fera une belle saison et c'est quand même vraiment un beau train pour Cofidis et pour toute la Cofidis. Et puis derrière lui, on a vu que ça a bien suivi avec notamment avec Rémi Rochas qui a bien accompagné, je pense, s'est bien éclaté en montagne. C'était pas mal. Est-ce que ça peut justement le libérer pour le futur, pour les années à venir, Guillaume Martin, d'avoir fait c'est le top 10 au général, enfin, entre guillemets, presque là où il les cherchait le moins? C'est un petit peu compliqué de savoir ce qu'il cherche. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Johan. Je suis un tout petit peu plus mitigé parce que Guillaume Martin nous a fait un enchaînement Tour de France, JO, Vuelta assez exceptionnel. C'est une performance XXL ce qu'il a fait, mais à quel prix? Voilà, on le voit se battre, mais un petit peu en retrait. C'est un petit peu en second rideau, si je puis dire. Est-ce qu'avec son talent et les performances qu'il fait, est-ce qu'on peut se dire ce qu'il ne mériterait pas mieux? De mémoire, il me semble que ces victoires les victoires qu'il a à son palmarès, il n'y en a aucune qui sont acquises au niveau World Tour. Donc ok, il y a des très belles performances qui sont incroyables et il y a une résilience qui est assez folle, mais ok, à quel prix? Bon, c'est-à-dire tu te poses un peu des questions, est-ce que c'était
On pourrait continuer 2 ou 3 saisons comme ça, en disant ce gars, il est hyper fort, il est hyper consistant, il va très loin dans la douleur, il sait prendre les bons coups pour se replacer au général et il sait maintenir le rythme, maintenir le cap. Ok, on a vu ses prédispositions l'année dernière, enfin, en tout cas aux yeux du grand public, même si on pouvait le deviner auparavant. Là, cette année, il passe le niveau supérieur. Mais ça va être quoi l'année prochaine? Est-ce que ça va être aller chatouiller un top 5? Ok. Est-ce que, vu le potentiel et le niveau qu'il a, est-ce qu'on ne pourrait pas attendre Guillaume Martin dans un registre un petit peu plus au devant de la scène? Voilà. C'est un petit peu particulier parce que ce coureur est exceptionnel. Il a un talent fou. Mais c'est un combattant de seconde rideau quand il reste dans ce registre-là, à mon avis. C'est-à-dire que pour toi, il a presque atteint son plafond de verre, en quelque sorte, Guillaume Martin? Ce qu'il atteint son plafond de verre, je pense qu'il a montré l'étendue de ses capacités. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des choses un tout petit peu plus bénéfiques à aller chercher? Voilà. Même si être dans un top 10 d'un grand tour, c'est franchement top. L'enchaînement avec les Jeux Olympiques, ça n'arrive pas chaque année. Mais ok. Est-ce qu'on a beaucoup vu? Est-ce qu'on a vibré devant tout ça? Est-ce qu'on peut se satisfaire d'un top 8, d'un top 9? À défaut d'aller chercher d'autres victoires d'étape. Voilà, je suis un petit peu mitigé. J'ai aucun parti pris. C'est juste que, ok, Guillaume Martin, performance XXL, mais à mon sens, à quel prix? Bah après, moi, c'est une remarque que j'ose plus trop faire à Guillaume Martin, parce que c'est déjà ce qu'on disait quand il faisait des top 15 sur le Tour de France chez Intermarché. Enfin, c'était Wanty, là, du coup. Enfin, chez Wanty. On se disait, mais pourquoi il fait ça? Enfin, relève-toi. Va prendre les échappées, va jouer les victoires d'étape, et puis au final, c'est aussi cette abnégation-là et cette volonté comme ça qui lui a permis de devenir une référence internationale sur les grands tours. Et autant cette année, il y a quand même eu des problèmes physiques et on l'a rarement vu forcément à son top, mais pour moi, s'il arrive à retrouver son Dauphiné début Tour de France 2020 sur un grand tour et sur 3 semaines d'un grand tour, je serais très curieux de voir ce que ça donne. Et de voir justement être capable de suivre en montagne à pédale sans aller prendre l'échappée, et puis voir ce que. C'est pour ça que je suis curieux de voir ce que ça a donné l'année prochaine. Là, pour moi, sa saison, il faut qu'il l'arrête. Il a dit qu'il allait voir pour les classiques de fin de saison, mais pour moi, là, c'est fini. Repose-toi, va prendre des vacances, remets-toi bien, et puis on verra l'année prochaine. Mais moi, j'ai très envie de voir ce qu'il va faire l'année prochaine. Oui, après, moi, je te suis parfaitement. C'est juste vu ce qu'il montre. Et ne pas avoir encore performé au niveau World Tour, il y a un petit truc, je dirais pas que c'est une critique, c'est juste peut-être un petit goût d'inachevé de ne pas le voir performer et transformer à ce niveau-là, au niveau World Tour. Voilà. Donc je sais pas forcément une critique, c'est plus peut-être un regret ou une attente. Et il y a beaucoup de chances que ça se réalise. Soyons très optimistes pour la saison qui vient en 2022. Eh bien, on suivra ça pour Guillaume Martin dans la foulée de ces 2 top 10. Peut-être une première victoire sur un grand tour en 2022. Lui qui cherchait un top 10, il en a eu 2 d'un coup. C'est quand même pas mal. À présent, on va regarder dans l'ensemble les performances de nos coureurs français. On a parlé pas mal de Guillaume Martin. Mais messieurs, déjà, question d'ensemble. Quel Français parmi ceux engagés sur ce Tour d'Espagne, qui a été le meilleur selon vous? Plutôt Romain Bardet, moi je dirais, qu'on a vu le plus souvent, quand même pas mal en montagne. Des fois il se faisait attraper dans l'échappée, il s'accrochait quand même avec les leaders un petit peu pour voir ce que ça donnait. Son étape qu'il gagne, il gagne vraiment en patron. Je suis le plus fort, j'assure. Même dans les petits vallons, c'est moi qui tout le monde. Et puis je vais chercher mon étape, donc ça a été assez solide. Ça laisse un peu des regrets de pas l'avoir vu un peu dans la lutte au général et tout ça, mais au moins il a son étape, ça c'est fait, c'est quand même pas un coureur qui gagne souvent. Du coup, une Vuelta un peu l'inverse de Guillaume Martin, du coup. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas le meilleur grimpeur, mais en même temps, Storer, c'est aussi un beau vainqueur dans la catégorie. Voilà. Et c'est son coéquipier, ce qui explique aussi pourquoi Romain Bardet n'est pas allé se battre pour les points sur les dernières étapes. Ça aurait été marrant. Non, en vrai, ça aurait été marrant de voir les deux qui se mettent sur la gueule sur les derniers cols. Ah bah ça... Surtout au sein de l'équipe DSM. Oui, pour le coup, c'est tout pour l'équipe.
Oui, ils ont pas fait le coup de Storer, tu te barres, donc tu vas laisser la victoire à Romain sur le maillot de la montagne. Ça fait un joli cadeau de départ, cela dit. Mm. Lui qui va rejoindre l'équipe Groupama FDJ, donc on verra. Et tous les supporters FDJ qui en pouvaient plus et qui étaient là, oh mon dieu, Storer. Oh, pour le coup, ils ont fait un beau coup à le signer avant la Vuelta, avant la Vuelta et avant le Tour de l'Ain aussi. Théo, toi, est-ce que pour toi aussi, Romain Bardet, c'est le meilleur Français de ce Tour d'Espagne? Peut-être, en tout cas celui qu'on a le plus vu, mais si j'avais quand même à en sortir un, ça serait juste Champoussin pour sa victoire en fait. Juste sa victoire qui a été, on va dire, il y a eu deux victoires marquantes, enfin très marquantes sur cette Vuelta. Il y a eu la première de Magnus Cort Nielsen, où il a résisté, on ne sait pas comment, en partant avec 20 secondes d'avance à 1,5 km dans une bosse de ouf. Et il y a eu celle de Champoussin où pareil, il a fait preuve d'abnégation comme pas possible pour résister, à rester dans les roues des leaders et à réussir à les attaquer en puissance quand il fallait. Franchement, cette victoire, c'est peut-être celle qui m'a fait le plus vibrer et du coup, vraiment, ça m'a fait très très plaisir et ouais, c'est le français qui m'a fait le plus plaisir du coup. Champoussin qui perpétue la tradition des Français gueule ouverte en grimaçant. Ça, franchement, c'est beau quand même. Et puis dans le style, 5 ans après, 5 ans après Pierre Latour, sur l'avant-dernière étape de la Vuelta, encore une étape de montagne. Donc c'est vrai que ça faisait un peu dans le même style. Et pour le coup, il a fait l'élastique, mais dans les deux sens, en réussissant même à partir devant le groupe de favoris. Et Brice, de ton côté, un Français qui t'a marqué particulièrement sur cette Vuelta? Romain Bardet, parce que donc je suis un petit peu ce que disait Johan. Effectivement, il se fait plaisir. Le rôle d'attaquant lui va bien. Et c'est assez intéressant de le voir viser quelque chose de différent que le classement général. C'est-à-dire que quand il y a un échec, c'est pas grave, le lendemain on repart à l'attaque, on repousse de une ou deux étapes l'objectif d'aller soit glaner des points pour la montagne ou viser la victoire d'étape. Et le dernier point, c'est qu'il a réussi à dompter et à parfaitement s'intégrer au sein de l'équipe DSM. Et c'était un vrai challenge en quittant l'équipe AG2R La Mondiale en 2020, pardon, pour cette saison 2021 chez l'équipe DSM. Donc voilà, la formule pour le moment, d'aller de courir attaquant, la formule fonctionne, il gagne, ce qu'il reviendra sur le classement général un peu plus tard, reste à voir. Mais la formule fonctionne, il a l'air bien et ça fait plaisir, c'est l'essentiel. Et justement, le comportement de Romain Bardet qu'on a vu sur cette Vuelta assez offensif, hein, après avoir perdu toutes ses chances pour le classement général, tu penses que il va remettre ça l'an prochain? La question est de savoir est-ce que ça... Alors, s'il a l'ambition, le souhait, la volonté, très bien. Après, la question, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un Romain Bardet courir les classements généraux? Bon, la question se pose. Si dans son équipe, il arrive à performer dans ce schéma-là avec ses coéquipiers, laissons-le attaquer, rester offensif. En tous les cas, dans cette formule, on l'a vu complètement libéré. On l'a vu tenter, ça marche pas, c'est pas grave. À la différence d'un classement général, quand on le vise, quand ça capote, c'est un petit peu le monde qui s'écroule. Il faut se remobiliser derrière. Je pense qu'il l'a déjà assez connu sur le Tour de France. Donc le voir dans ce schéma-là et en plus gagner des étapes, ça fonctionne. Donc go, allez-y. Enfin, Romain, il faut qu'il y aille encore et on n'est pas à l'abri d'autres surprises et d'autres belles victoires. Mais ce qu'on a vu aussi avec Bardet, c'était par exemple sur le Giro, sur la dernière étape, c'est lui qui fait la décision avec, je sais plus c'est qui son coéquipier, avec qui il part dans une descente, l'étape gagnée par Caruso. Donc c'est pas forcément limité au fait d'être hors du général pour Bardet de devoir être attaquant. On l'a vu aussi dans une configuration. Ah oui, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. Et le fait de viser d'autant plus un classement général n'est absolument pas fermé, j'imagine, dans son esprit. Après, au sein de l'équipe DSM, il y a peut-être des schémas de course et des rôles attribués aux coureurs qui diffèrent un petit peu des équipes, de l'équipe précédente dans laquelle il était à G2R La Mondiale. Il aura peut-être un autre rôle, pas forcément en tant que leader pour remporter un grand tour. En tous les cas, première saison largement réussie pour le Français. Et c'est une belle satisfaction. Il a réussi à s'intégrer parfaitement et on pouvait se poser la question cet hiver. Alors, donc, ça a pas mal parlé de Romain Bardet, Clément Champoussin, un coureur qu'on aurait pu attendre dans cette catégorie des Français qui ont marqué la Vuelta au départ de Burgos
C'est Arnaud Démare. Arnaud Démare finalement n'a pas gagné. Il a disputé quasiment un seul sprint, hein, finalement. Celui où il prend la deuxième place derrière Jasper Philipsen, derrière Jacobsen. Fabio Jacobsen à Molina de Aragon. Qu'est-ce qui lui a manqué, Arnaud Démare, au final, sur tous ces sprints, et qui peut expliquer qu'il ait été aussi en difficulté? Il lui a manqué. Bah, vas-y. Vas-y. Je ne sais pas si tu te souviens, Mathieu, quand on avait fait le podcast le lendemain de la première journée de repos, on avait parlé de cette fameuse 4e étape, et toi-même tu disais, il suffit qu'il transforme sur cette étape-là, qu'il gagne, peut-être que ça aurait changé complètement la suite de sa Vuelta. Et c'est peut-être l'instant clé où il finit second, il se fait coiffer sur la ligne par Jacobsen qui revient tel une fusée. Ça aurait peut-être changé la donne pour la suite de la Vuelta, mais là ce qu'on a vu, c'est assez saisissant. Autant l'année dernière, le train roulait sur tout le monde, notamment sur le dernier Giro, le Giro 2020. Là, on a l'impression que le train était complètement défaillant, comme s'il n'y avait pas d'automatisme, comme s'il y avait un manque de confiance. Pourtant, ils se connaissent bien, hein, Guarnieri, Sinkeldam. Voilà. On va dire qu'ils sont passés au travers. Est-ce qu'il y a une explication? Je n'arrive pas forcément à la trouver. On dirait vraiment un manque de confiance, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Est-ce que le coup de rein ou est-ce que le petit coup d'épaule pour passer est un petit peu disparu? Certainement. Est-ce qu'il ne suffirait pas d'une victoire d'étape pour remettre tout ça sur les rails? Peut-être. Voilà. Mais je crois de mémoire un seul top 5 et 3 top 10 pour Arnaud Démare. Quand on voit le plateau, on pourrait légitimement espérer beaucoup mieux du français. Voilà, il a le potentiel pour aller se frotter aux Philipsen et Jacobsen. Théo, comment est-ce que tu expliquerais, toi, ces performances quand même bien en demi-teinte d'Arnaud Démare? Je mettrai pas grand-chose sur le train. Je pense pas que le train soit particulièrement un problème chez Démare. Vraiment, le problème, c'est lui. Il n'arrive pas à le suivre, il a du mal à frotter. Enfin, ça a toujours été son problème. Mais là, vu que son train était pas mauvais, mais n'était pas non plus le plus puissant comme on l'a vu sur le Giro 2020, c'était pas genre le train parfait. Et du coup, bah, il n'arrive pas à s'en sortir parce que, bah, en fait, à partir du moment où il est lâché par son train, si c'est pas aux 200 mètres et qu'il faut sprinter, bah, il perd 15 places et du coup il est 15 places derrière. Et comment tu veux sprinter en commençant de la 20e place, quoi? C'est vraiment compliqué. C'est ça le principal problème chez Démare et ça a toujours un peu été le cas. Ça a été de se placer à l'approche d'un sprint et de réussir à s'en sortir à se sortir un peu tout seul. Chose que pas mal de sprinters arrivent à faire, mais lui clairement il lui faut son train et son train. Et c'est le problème, c'est qu'il ne faut pas être que dépendant de son train. On voit tous les grands sprinteurs ne sont pas entièrement dépendants de leur train et c'est ce qui lui fait défaut. Et après, pour l'avenir, pour déjà ne serait-ce que l'année prochaine, qu'est-ce qu'il faudrait changer s'il y a des choses à changer déjà? Bah déjà, on peut dire qu'il ne sera pas sur le tour, probablement, parce que pour le moment que les dernières, on aura Pinot, Godu. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Storer, mais enfin, je pense qu'on va revenir à une équipe purement de grimpeurs, de baroudeurs, enfin, qui va être là pour aller chercher les étapes, pour animer, pour être présente. Et puis que Démare, là, il a perdu sa chance de pouvoir avoir une équipe à son service sur le Tour de France et qui va retourner sur le Giro ou sur la Vuelta et puis faire le reste du calendrier. Et après donc, les Français, on a dit 3 victoires d'étape, Florian Sénéchal, Romain Bardet, Clément Champoussin. Mais pour le coup, les locaux, les Espagnols, c'est beaucoup plus compliqué. 0 victoire d'étape, c'est la 2e fois de l'histoire sur la Vuelta après 1996. Et surtout, sur l'ensemble de la saison, 0 victoire en Grand Tour. C'est tout simplement la première fois de l'histoire depuis que la Vuelta existe, hein, tout simplement. Est-ce que c'est inquiétant pour le cyclisme espagnol ou pas, cette situation avec aussi peu de succès, de réussite? Bah, je pense que c'est la faute à pas de chance aussi. Enfin, les Espagnols sont plus les meilleurs grimpeurs du peloton. Les Espagnols sont pas de top sprinters qui peuvent aller chercher une étape. Les baroudeurs espagnols sont souvent des équipes où ils font les coéquipiers aussi. Voilà, c'est aussi un manque de chance. Et je suis pas d'accord pour dire que c'est très inquiétant. Enfin, clairement, c'est une mauvaise phase pour le cyclisme espagnol. Mais déjà, quand tu as des mecs qui sont capables d'aller faire des podiums de grand tour, c'est que ça va pas si mal. Ils sont quand même toujours capables d'aller gagner des étapes en World Tour. Tu as toujours pas mal de bons coureurs. Et surtout, il y a quelques années, ça aurait été inquiétant, je pense. Maintenant, quand même, le cyclisme espagnol va mieux qu'il y a quelques années. Les équipes
Continental Pro sont quand même plus actives, c'est quand même plus dynamique, on voit plus de jeunes Espagnols qui arrivent, qui vont s'annoncer comme des gros coureurs dans les prochaines années, donc c'est une mauvaise année pour le ski espagnol. Après, je trouve pas que ça soit très inquiétant particulièrement. Et on a pour les jeunes coureurs, en effet, Juan Ayuso qui a remporté le Giro Espoir et Carlos Rodriguez qui a fait deuxième du Tour de l'Avenir au mois d'août. Théo? Je suis plutôt de l'avis de Johan à ce propos. C'est pas forcément la meilleure période espagnole, mais après, en même temps, quand tu sors d'une période de domination dans début des années 2010, bah, faut pas s'attendre à faire ça pendant 40 ans. Enfin, au bout d'un moment, c'est sûr qu'il va y avoir un creux de la vague et que voilà. Et en plus de ça, il y a quand même une mondialisation du cyclisme, plus de gens performants de plein de pays qui arrivent, qui fait aussi que les pays qui étaient dominateurs avant, même la France, même l'Italie, etc., le sont toujours, mais moins, dans une moindre mesure. Du coup, moi, c'est pas inquiétant. En plus, comme Johan a dit, le futur espagnol est quand même plutôt bon. Enfin, il y a quand même des très gros espoirs. Franchement, pas inquiet. C'est une mauvaise passe, ça arrive. À voir si ça se prolonge pendant encore 3-4 ans, peut-être que là, on pourra se poser des grosses questions. Mais pour l'instant, je me fais pas de soucis. Oui, je ne sais pas si le terme inquiétant a été donné, mais effectivement, c'est plus dans le creux de la vague, comme on le disait. Pas forcément d'inquiétude en particulier, mais plus un petit passage à vide. Effectivement, je pense que Mathieu, tu tournais plutôt cette question comme ça. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'inquiétant dans le cyclisme espagnol. Petit creux de la vague. Je pense que le cyclisme français et nous-mêmes, nous sommes bien placés pour en parler parce qu'on a pu connaître ça par le passé. À présent, on va fermer la page Vuelta. Avant de finir ce podcast, on va parler un petit peu de ce qui se passe dans le reste de l'actualité cycliste avec une petite carte blanche. Théo, déjà, je vais te laisser la parole pour commencer pour un petit mot sur le Tour du Benelux qui a été remporté par Sonny Colbrelli devant son coéquipier Matej Mohoric. Ouais, voilà, je voulais parler un peu du Tour de Benelux, mais pas vraiment pour parler de la Bahreïn, parce que oui, ils ont été extrêmement forts, etc. Mais vraiment pour parler en fait que ça a quand même été une sorte de préparation pour pas mal de coureurs au championnat du monde, et surtout la 5e étape qui, est quand même plus simple que les championnats du monde, mais avec des côtes qui étaient quand même assez similaires. Et en fait, on a mis en évidence certains sprinters qui sont mis en évidence sur la capacité à du coup passer les côtes comme ça. Donc il y a eu Ewan, moi j'ai bien envie d'en parler. Mais il y a également Danny Van Poppel qui a fait un énorme tour du Benelux, qui a même remporté le classement par points, fait genre top 5 sur la dernière étape, enfin vraiment un très gros tour du Benelux. Il y a Sagan qui revient en forme. Il y a Merlier qui a réussi à passer cette 5e étape qui était pourtant vraiment pas simple. Je pense que ça présage un sorte de combat sur les championnats du monde entre les sprinters et les punchers qui me semble intéressant. On en reparlera dans le prochain podcast qui sera justement dédié à la présentation des mondiaux. Mais pour toi, le vainqueur des mondiaux, il était sur ce Tour du Benelux ? Il y a des chances. Je ne peux pas dire à 100% qu'il y sera parce qu'il y a quand même des très gros coureurs qui n'y étaient pas. Mais je pense que ceux qui ont fait des bons résultats sur ce Tour de Benelux feront des bons résultats au championnat du monde. Eh bien, on suivra ça et donc pour la présentation des mondiaux, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain podcast. On en reparlera à la fin, bien évidemment. Johan, pour passer justement aux championnats d'Europe qui sont ce week-end, avant de vous demander vos pronostics, j'avais un petit mot à dire sur le positionnement de ce championnat d'Europe dans le calendrier féminin qui pose problème pour toi. Oui, ça a été évoqué par le major de la FDJ, Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, par rapport au fait qu'ils n'ont pas pu aligner une équipe sur le Tour féminin de l'Ardèche, parce qu'ils ont 9 coureuses sur l'effectif de 12 qui sont pris au championnat d'Europe, donc que ce soit dans la catégorie espoir, relais mixte ou les sections en élite. Et on se retrouve en fait à avoir un championnat d'Europe qui se retrouve calé un peu où ils peuvent dans le calendrier. Et autant dans le calendrier masculin, il n'y a pas trop de courses en ce moment, il y a des petites courses par-ci par-là, des petites courses par étape, et puis avec les effectifs de 30, tu peux gérer. Autant dans le calendrier féminin, c'est le moment où on a beaucoup de courses par étape, beaucoup de courses, et au milieu, on se retrouve avec ce championnat d'Europe qui mobilise beaucoup de monde, parce que forcément, les équipes féminines, on est entre 10 et 15 coureuses, et qui, a priori, va peut-être se répéter sur le schéma des prochaines années, et c'est quand même pas la joie pour pouvoir gérer un calendrier féminin, quoi.
On a toujours cette énorme déséquilibre entre le début de saison qui est très très orienté classique et où on manque des fois de courses par étapes. Et cette fin de saison, là où on a des courses par étapes partout, aux Pays-Bas, en Espagne, en Norvège, en France, et ça va pas s'améliorer l'année prochaine avec le Tour de France féminin. Ça pourrait être quoi la solution justement pour régler ça pour toi? Bah, faudrait rééquilibrer dans le calendrier déjà. Parce que toute la première partie de saison, avec toutes les classiques qui sont alignées sur celle des hommes, et où à côté il n'y a pas trop de courses par étapes avant le mois de avril-mai, mettre des courses par étapes plutôt dès mars, dès avril. Je sais pas, décaler un tour des Pays-Bas ou j'en sais rien. Après, faudrait faire des choix, quoi. On verra ça. Et donc, les championnats d'Europe, on est arrivé dessus tranquillement. Messieurs, Brice, Théo, Johan, je vais vous demander un petit prono, le coureur que vous voyez remporter le championnat d'Europe chez les élites hommes. Brice, pour commencer? J'aurais bien préféré passer en 2e position. Ah, le temps de voir ce que disent tes adversaires. Ouais, juste j'ai un quand petit peu même mal à me rappeler- positionner. Voilà. J'ai du mal à me positionner pour être tout à fait honnête. On va juste quand même rappeler du coup au passage le parcours de ces championnats d'Europe. C'est un parcours, on va dire, relativement vallonné dans la ville italienne de Trent, dans le Trentin tout simplement, avec notamment un circuit avec une ascension de 3,6 km à 4,7%. Donc Johan, probablement peut-être plutôt un puncher. Qui est-ce que tu verrais s'imposer? Colbrelli, hein. Il sort du Tour de Benelux très en forme. Je vois pas trop qui va pouvoir le lâcher à un endroit de la course. C'est un peu dans le style du championnat d'Italie qu'il y a eu cette année qu'il a gagné. Ça ressemble au classique italien de fin de saison. Combo gagnant, Colbrelli, facile vainqueur, hein. Brice, allez, tu voulais passer en 2e. C'était pour éviter de dire Sonny Colbrelli. Donc, Mais tu as le droit. Si c'est un vainqueur si c'est un favori trop évident. non, à l'origine, je voulais dire Sonny Colbrelli. Bon, il a été donné. Je vais suivre Sonny Colbrelli. Le coureur est très en forme. Il semble extrêmement bien préparé. Il sera très bien entouré. Voilà. Et Théo, pour finir, Colbrelli 1, 2, 3 ou pas? Je vais quand même éviter. Franchement, j'aurais dit un Italien, que ça aurait pu être quelqu'un d'autre de Colbrelli parce qu'ils ont vraiment une grosse start list avec. Ils ont l'habitude de gagner quand même. Je crois qu'ils ont gagné, les 3 dernières fois. Mais je vais tenter le petit Cocorico et partir sur un Benoît Cosnefroy. Pourquoi pas? Il a montré quand même qu'il était en grande forme, donc faudra qu'il réussisse à s'esseler. Par contre, il y a Colbrelli, mais pourquoi pas? On va suivre ça, Benoît Cosnefroy, avec une équipe assez solide autour de lui, avec Pierre-Luc Perrichon, Thibaut Pinot, Aurélien Paré-Peintre, Benoît Cosnefroy, donc Franck Bonamour qui remplace Guillaume Martin, Valentin Madouas, Romain Bardet et Warren Barguil. Il y a de quoi faire pour nos Français. Et bien voilà, donc messieurs, merci beaucoup pour ces prolos. Déjà, on verra si Sonny Colbrelli s'impose ou pas. En tout cas, il a l'air de faire pas mal l'unanimité parmi vous. Pour le prochain podcast Chasse Patate, on se retrouve dans 2 semaines pour présenter les championnats du monde qui arrivent très très vite. Et oui, on est à la fin de la saison, on a les championnats d'Europe et très vite ensuite les championnats du monde en Flandre, en Belgique. On a d'ailleurs, si vous voulez déjà aller jeter un œil, on avait fait un article de reconnaissance du parcours sur le site du groupe Eto. Vous pouvez également retrouver des images sur notre compte Instagram en story à la une. Johan, Brice et Théo, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui pour ce podcast. Merci Mathieu. Et donc pour la suite de Chasse Patate, on se retrouve d'ici 2 semaines. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.